Bonjour, Cédric Dupré, donc je suis le dirigeant de la société Digital Predict Innovation. Si je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui très actuel qui est la pénurie des personnes qualifiées dans nos industries, c'est que j'ai dirigé pendant 22 ans une société spécialisée dans la maintenance industrielle et plus particulièrement dans la maintenance et la réparation des machines tournantes. Et j'ai fait effectivement le constat, et celui que vous devez partager avec moi, qu'il est très difficile aujourd'hui de trouver des techniciens de maintenance, des ingénieurs qualifiés, des ingénieurs fiabilistes, enfin toute cette famille de passionnés pour faire marcher les usines du mieux qu'on peut. Voilà, donc aujourd'hui je suis le dirigeant de la société Digital Predict Innovation qui utilise en fait les nouvelles technologies pour essayer de contourner ou de tirer avantage d'un désavantage qui est celui effectivement d'avoir la difficulté à recruter. Alors juste avant de démarrer, je vais vous donner quelques chiffres et je vais me pousser de l'écran pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Eh bien, il faut savoir qu'en France, nous avons environ 5000 postes vacants autour de nos métiers de la maintenance. Et en même temps, effectivement, que cette dégradation se perdure, eh bien, en fait, on a une demande qui est toujours croissante au niveau de la demande de techniciens qualifiés au sein de nos industries. Ce qui a déjà pour effet, effectivement, de peser directement sur la compétitivité des industries, puisqu'aujourd'hui, on estime que le manque à gagner en termes de productivité est aux alentours des 5%. Différentes explications peuvent se trouver de façon déjà assez claire. C'est le baby boom ou le papy boom, hein, les gens qui effectivement de façon massive se trouvent plus proches du départ en retraite que de l'apprentissage. Et puis nous avons aussi effectivement le manque de formation qui est un facteur très important entre ce dont l'industrie aujourd'hui a besoin et la ressource effectivement qui pourrait être éventuellement disponible. Alors quel est l'impact du manque de ressources qualifiées? Bien déjà, donc je l'ai évoqué en préalable, ça va être une diminution de la compétitivité. Cela va avoir aussi un retard sur la production et puis bien entendu des coûts supplémentaires. On peut parler également de l'augmentation des risques de défaillance qui est liée, la perte de réputation pour l'industrie, mais également la difficulté à innover et un impact qui ne peut pas non plus être négligé, qui est l'impact RSE, puisqu'une thématique qui nous concerne tous de plus en plus. Alors je vais effectivement prendre l'angle des clés possibles autour de changement d'habitude et je vais vous parler un petit peu de maintenance prédictive et plus particulièrement de maintenance prédictive connectée et comment on peut utiliser ces outils pour essayer de compenser, voire effectivement de tirer avantage d'une solution qui paraît à la base effectivement plutôt être une situation défavorable. Donc le principe de base de la maintenance prédictive connectée, eh bien, c'est basé sur l'analyse des données en temps réel pour pouvoir effectivement prédire des pannes avant qu'elles ne surviennent. Donc elle va faire appui sur l'IoT, hein, que ce soit des capteurs nomades ou des capteurs fixes, qui vont pouvoir être reliés à une intelligence artificielle, puisqu'aujourd'hui, quand on dit connecté, bien entendu, accès au cloud. Donc, on va pouvoir intégrer de l'intelligence et générer des autodiagnostics. Et tout ça s'appuie, bien entendu, sur le big data, c'est-à-dire d'essayer de récupérer le maximum d'informations dans un temps minimum pour pouvoir avoir des précisions d'analyse et de diagnostic les plus précis possibles. Alors si on repositionne la maintenance prédictive, je vais aller très vite sur cet onglet-là, mais quand même, effectivement, donc, quand on reprend un petit peu la genèse de la maintenance, on peut parler de maintenance curative. Là, on sait effectivement qu'on va aller faire le pompier. On va ensuite parler de maintenance préventive. Hein. Historiquement, effectivement, on a eu pris pour habitude de respecter un certain nombre d'heures avant d'opérer des maintenances. Et puis est arrivée la maintenance conditionnelle, maintenance prédictive,
où effectivement on a formé certains spécialistes à utiliser un certain nombre d'appareils plus ou moins complexes, de les former pour pouvoir en tirer des prévisions sur l'état de dégradation d'une machine. Et si on regarde aujourd'hui quelque part, un petit peu en souriant, le rêve de tout industriel, eh bien on pourrait dire que son rêve c'est 100% de productivité, que c'est 0 pièce de rechange en stock, que c'est un impact environnemental positif. Je pourrais dire également que c'est d'avoir des compétences libérées et valorisées, et bien entendu d'avoir un taux d'accident de travail à 0%. Donc la maintenance prédictive connectée va permettre de réduire des temps d'arrêt, donc ça veut dire que moins de pannes forcément inattendues, une plus grande disponibilité des équipements. À côté de ça, on va forcément en déduire une optimisation des coûts, donc qui sont liés directement à la réparation et des interventions en urgence. On pourra voir également quel est l'impact RSE de travailler dans l'urgence, puisqu'aujourd'hui, dans cette pénurie de techniciens, l'idée aussi est d'essayer de conserver l'actif de l'entreprise, et donc aujourd'hui, plus grand monde accepte de travailler avec le stress de la panne et dans l'urgence. On va avoir un impact également sur la durée de vie des équipements, donc puisque l'équipement dure plus longtemps, bien entendu, on va avoir besoin de moins de ressources et de moins d'interventions. Donc à partir de là, on va pouvoir capitaliser également sur du temps en ressources techniques. Et puis, bien entendu également, ça va être une aide à l'amélioration de la planification. Donc on imagine assez aisément que ce qui est planifié nécessite moins d'énergie que quelque chose qui est fait dans l'urgence ou qui est fait de façon décousue. Je voudrais prendre une étude de cas pour essayer de simplifier la compréhension. Donc on comprend effectivement la clé qui pourrait être une des clés qui vous serait utile pour essayer de contourner ce manque de ressources techniques au sein de vos organisations en prenant deux choix possibles. Eh bien, on pourrait prendre le choix d'une première usine, que j'appellerais choix numéro 1, qui prendrait l'option de recruter un ingénieur fiabiliste. Donc le coût global pour l'entreprise environnerait moyennement 70 KE annuels, avec un investissement de collecteur, donc un appareil de mesure dont le prix moyen en fonction de sa qualité, on pourrait l'estimer aux alentours des 20 000 euros. Bien entendu, cette personne, il va falloir la former ou il va falloir renforcer ses connaissances. Donc on peut estimer qu'on aurait un budget entre 4 à 10 KE. Et puis, ce qui nous donnerait un total d'investissement pour la première année aux alentours des 100 KE. Alors on peut aussi assez facilement intégrer que c'est valorisant de former une communauté d'experts, mais vu qu'aujourd'hui on manque de temps et on manque effectivement de ressources disponibles, bien entendu les meilleurs d'entre nous, entre guillemets, ont le choix aujourd'hui effectivement d'avoir une bougeotte un peu plus facile. Je préciserai également que la durée moyenne de recruter un de ces profils, selon des sources de l'APEC, est en moyenne aux alentours de 11 mois. Je vais maintenant vous présenter, sur 5 ans, l'investissement pour cette industrie serait aux alentours des 400 KE. L'usine 2 va faire un pari différent. L'usine 2 va se dire, je vais utiliser la technologie. Donc, je vais utiliser des outils qui vont pouvoir être pris en main par les techniciens, par les experts, c'est-à-dire par les ressources disponibles dont je dispose au sein de ma maintenance, au sein de ma production. Donc l'investissement pour un matériel lambda serait aux alentours de 15 KE avec une licence annuelle, donc ce qui refait effectivement un investissement initial aux alentours des 20 KE. Encore une fois, on va parler de formation. Là, on parlera d'ailleurs, si je voulais être précis, davantage de support à l'emploi plutôt que de formation. Comment bien utiliser ce nouveau jeu qu'on me met entre les mains. Plutôt, j'acquiers la règle du jeu.
Et puis, pour être certain effectivement qu'on obtient les résultats escomptés, eh bien, on pourra également faire le choix d'être accompagné. Être accompagné, c'est une notion importante qui pourra permettre effectivement de factualiser non seulement le delta ou l'absence de delta entre l'objectif, la réalisation, en factualisant les gains techniques, les gains économiques. Donc l'investissement pour ce second choix, pour 5 ans, serait aux environs de 100 KE pour cette deuxième option. Mais outre l'aspect financier, je préférerais sur cette thématique mettre en avant comment effectivement ça nous aide à valoriser et améliorer l'utilisation de nos ressources. Eh bien déjà, la technologie utilisée va vous assurer des diagnostics constants, puisqu'effectivement, la technologie ne ressent pas d'émotion. Donc à partir de là, effectivement, on va se référer à des normes, va se référer à des analyses statistiques, donc va pouvoir vous offrir un niveau de précision constant, et cela 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça va vous permettre également, dans un monde du travail en mouvement, eh bien, de pérenniser la connaissance du fonctionnement de vos machines. Parce que nul d'entre nous sommes à l'abri aujourd'hui, effectivement, qu'un de nos collaborateurs fasse le choix d'aller travailler dans l'usine d'en face. Et effectivement, lorsqu'on a fait un effort important de formation et un investissement aussi colossal que celui que je vous ai proposé, ça serait effectivement dommageable de perdre le bénéfice de l'historique machine et de la maîtrise des machines sur ce simple départ. L'utilisation va être simplifiée puisque, comme je l'ai dit précédemment, l'outil va pouvoir être utilisé par tout à chacun une fois qu'il aura été formé à ce mode d'emploi. Mais également, l'outil pourra faire de l'autodiagnostic 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, à la clé pour les gens effectivement qui ont des systèmes d'astreinte, etc., la possibilité d'avoir des autodiagnostics immédiat, puisqu'on parle en règle générale d'instantané, hein, on parle de secondes, plutôt effectivement que d'attendre le retour du technicien ou effectivement de le déranger et le temps qu'effectivement il revienne à l'usine pour faire un certain nombre de choses. Quand on parle de difficultés à recruter, on a tous aujourd'hui bien à l'esprit, on a tous intégré dans nos vocabulaires et pris conscience de l'importance de soigner notre marque employeur. Je ne vois pas aujourd'hui comment on pourrait essayer de recruter un profil technique de qualité si on lui offre comme perspective de travailler avec des outils qui appartiennent au siècle dernier. Bien entendu, les organisations qui regroupent les professionnels de la maintenance, les organismes de formation et tous ces hommes et ces femmes qui ont pour mission de former les générations de maintenance qui arrivent sur le marché, les éduquent à utiliser ce type d'outils. Donc on imagine assez facilement que ces profils, lorsqu'ils vont faire le choix entre deux entreprises, vont quand même être sensibles à ce que vous leur offrez en termes de conditions de travail et de capacité à valoriser leur travail. Un intérêt également important, ça va être la fiabilisation d'un parc plus grand, puisque aujourd'hui la technologie en termes de qualité et de rapidité d'analyse va tellement vite que ça permet de déployer sur un parc très important plutôt que de se limiter, comme effectivement je l'ai fait pendant quelques dizaines d'années, sur des machines que l'on jugerait critiques ou qu'on le jugerait effectivement indispensables. Et puis parfois on se fait piéger, ça arrive de l'autre côté, et malheureusement celle-ci, on ne l'a pas mesurée, ou alors on s'est trompé dans le diagnostic. Alors, la technologie n'est pas contre la valorisation de nos actifs et de nos futurs actifs de collaborateurs en maintenance. C'est vraiment un binôme gagnant. Ça veut dire que plutôt que de demander à nos gens qui sont formés, éduqués, qui ont la connaissance de la maintenance, de courir à droite, à gauche et de travailler en mode pompier, en fait, on va plutôt surtout les éduquer et leur demander de valoriser leurs connaissances. Et comment on s'y prend de façon très concrète? Eh bien, plutôt effectivement que de prévoir des pannes ou alors de réparer des pannes, on va leur demander d'essayer de réfléchir sur les facteurs qui sont les root causes de la panne. Et là, pour le coup, non seulement
on évite la panne, mais on va éviter qu'elle, effectivement, se reproduise. Ce qui peut être également intéressant pour des gens qui appartiennent à des groupes industriels qui auraient une échelle nationale, européenne ou internationale, ça permet également de mutualiser non seulement les connaissances, mais la maîtrise des machines. Ça permet de benchmarker à un moment donné sur des machines différentes. Pourquoi dans telles conditions, telle machine fonctionne comme ça? Pourquoi sur l'autre site, on arrive effectivement à tel niveau de performance? Mais ça permet aussi aux collaborateurs de maintenance de s'entraider les uns avec les autres, puisque pour le coup, ils peuvent se donner accès et se demander conseil de façon régulière en temps réel. Un avantage supplémentaire, si vous n'étiez pas encore totalement convaincu de l'intérêt d'intégrer de la technologie au sein de vos usines, c'est que ça va permettre également un démarrage immédiat. Bien entendu, on est sur des métiers qui nécessitent de la connaissance technique. Ça repose beaucoup effectivement sur l'expérience, entre autres. Le fait effectivement d'intégrer de la technologie et de l'IA va permettre d'avoir des autodiagnostics de qualité dès le démarrage de l'outil. Et dans tout ça, ce qui est intéressant, puisque on va améliorer la condition de travail, puisqu'on va former les gens, puisqu'on va leur offrir des technologies qui leur permettent de faire leur travail dans de meilleures conditions et de valoriser leur impact sur le taux de disponibilité, les coûts et de façon générale ce dont ils aiment faire, eh bien, on va avoir valorisé leur travail. Et ça, je crois que tout le monde dans l'entreprise, à quelque fonction qu'il soit, aime que son travail soit valorisé. Donc, sur la charge de travail, de façon concrète, on va réduire la maintenance réactive au profit d'une maintenance proactive. On va avoir une planification optimisée des ressources. Donc, à partir de là, c'est aussi un moyen assez intéressant de bien utiliser nos collaborateurs en optimisant les ressources. Et puis, on va valoriser les compétences, puisqu'on va travailler sur la formation continue autour des nouvelles technologies. Donc, on va laisser personne en marge. L'idée étant que chacun puisse utiliser des outils en lui apprenant comment ça fonctionne et en tirant bénéfice. On va avoir un impact direct sur son développement professionnel et personnel, puisqu'à partir de là, il peut monter en compétences, il peut monter en efficacité sans avoir besoin d'hypothéquer son confort de vie personnel et sans avoir effectivement ce stress d'être un petit peu seul, d'être seul à faire un diagnostic qui peut à un moment donné avoir un impact très important sur le fonctionnement d'une machine. Ça va permettre également d'attirer nos jeunes, c'est-à-dire de faire la promotion de l'apprentissage. Et on s'aperçoit qu'effectivement, des choses s'amorcent. Alors, je ne saurais pas les quantifier, mais je le touche du doigt tous les jours, puisque je rencontre de plus en plus de jeunes dans des filières d'apprentissage autour de ces métiers de la maintenance prédictive connectée. Et ça, c'est vraiment une bonne chose, et je crois que c'est la meilleure chose, effectivement, pour l'industrie. Voilà, donc avant de vous laisser la parole et éventuellement me poser les questions qui vous semblent intéressantes, eh bien, je conclurai en fait avec trois mots-clés. Donc, n'ayez pas peur d'innover, hein, plutôt que de prendre et de constater effectivement que nous avons des difficultés. De toute façon, hormis de le dire haut et fort, il y a peu de chances, voire aucune chance, que ça s'arrange dans les années à venir. Donc, innovons, intégrons les outils, n'en ayons pas peur, intégrons-les à nos process, intégrons-les à nos façons de faire de la maintenance. À partir de là, eh bien, travaillons autour de l'efficacité. Donc, ça veut dire que les outils que nous intégrons doivent répondre à ce critère d'efficacité. Et puis, pour finir, le troisième mot, ayons confiance en l'avenir. Nous faisons un bon métier, un métier de passionné. Pour ma part, ça fait maintenant un peu plus de 30 ans que je l'exerce et je suis très orienté et très confiant sur la capacité de notre métier à attirer les jeunes et à continuer à servir sa raison qui est de faire des machines qui tournent bien, qui ont un impact RSE le plus neutre possible avec des coûts qui soient optimisés au maximum.
Merci beaucoup et merci également aux gens qui nous ont suivis en direct sur le web et qui peut-être aussi ont des questions puisque cette conférence était retransmise en direct. Les joies du live. Merci, on peut l'applaudir. Merci beaucoup Cédric. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Alors oui, il y a des questions évidemment en direct, en live. Donc, comment la formation des techniciens existants peut-elle être optimisée? Alors, en ce qui concerne les nouvelles technologies, à savoir qu'on va plus s'appuyer sur comment on fait fonctionner l'outil que d'apprendre comment marche l'outil. Alors, bien entendu, on a des écoles et des formations qui travaillent ce sujet de l'algorithme, qui travaillent ce sujet de data scientist, etc. Moi, je vais surtout m'orienter du côté pragmatique, comment on utilise l'outil. Voilà, alors comment on utilise l'outil pour répondre concrètement à cette question? Eh bien, c'est en proposant en même temps qu'on commercialise une solution, c'est de s'assurer que la société qui va vous vendre la solution soit en mesure non seulement de vous éduquer, puisqu'on va parler un peu d'éducation, à utiliser ce nouvel outil, mais surtout comment elle va vous accompagner. Puisque l'idée, c'est pas de vous apprendre comment ça marche et puis ciao, au revoir, débrouillez-vous. Ça va être de s'assurer que non seulement l'outil est utilisé, qu'il répond aux besoins et surtout que de façon très pragmatique, il réponde aux objectifs pour lesquels l'industriel a fait le choix de l'outil. Et ça, il y a un accompagnement pédagogique qui me paraît totalement indispensable. d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Eh bien, on va continuer avec nos internautes. Ça recoupe. Ah. Alors ça recoupe un peu avec la réponse que tu viens de donner sur la précédente question, mais la deuxième question est la suivante. Comment intégrer la maintenance prédictive connectée dans les infrastructures existantes? Alors, lorsque je démarre mon expérience avec une direction industrielle, un responsable méthode, un responsable maintenance ou un chef d'entreprise, avant tout, je vais m'intéresser à ce qui fonctionne bien, puisqu'on est toujours très satisfait d'expliquer ce qui marche bien. Mais petit à petit, ce qui, moi, va m'intéresser sont les axes de progression, ce qui marche mal. Donc, on va s'intéresser à ce dont on va avoir un accès efficacité le plus rapide avec le moins d'énergie possible. Ce qui va nous permettre effectivement de nous libérer du temps, de prouver une efficacité, qu'elle soit technique ou économique, la plus rapide possible, pour ensuite aller pouvoir s'occuper un peu plus en détail des problèmes un peu plus pointus. Si je voulais vraiment mettre relever mes manches et mettre les mains dedans, voilà, on a des choses qui sont très simples, hein, tout ce qui est services généraux, etc. Les cas d'usage ont été tellement nombreux qu'on s'est cloné d'une façon ultra rapide du gain de l'efficacité. Et après, en fonction de chaque secteur d'activité de l'industrie, on va savoir calquer sur certains fonctionnements machines des problèmes un peu récurrents. Et puis après, en s'intéressant à l'industriel, en troisième effet qui se coule, et on va comprendre des problématiques qui pourraient être un petit peu plus typiques à l'industrie avec laquelle on travaille. Donc ça veut dire qu'on ne va pas avoir un déploiement massif, aveugle, où on va jeter effectivement des kilos euros en pensant qu'on trouve les solutions directement parce qu'on parle d'IoT, de capteurs, etc. Moi, j'y crois pas du tout. Je suis issu du terrain. Je crois surtout qu'on va pouvoir financer le développement d'un système intelligent en faisant un investissement plutôt orienté sur les gains qu'en apportant de la charge d'achat. Très bien. Alors, il y avait une question. Alors justement, c'est les gains qui m'intéressent, mais plutôt le profit, comme on dit. Est-ce que vous avez une idée sur l'investissement initial d'une société, disons, de fabrication taille moyenne pour investir dans l'IA Big Data, mettre en place des modèles, utiliser des services extérieurs comme ce que vous avez dit, c'est-à-dire data scientist, optimisation de modèles, etc. Intégration, puis ensuite tous les coûts opérationnels de maintenance du modèle, parce que
Le problème, c'est que la vie continue. C'est pas une fois qu'on a fait en effet un modèle avec du big data que ça marche. Dès qu'on découvre le lendemain de nouveaux problèmes, il faut que le modèle évolue. Donc les coûts de maintenance des modèles. Est-ce que vous avez une idée de cet investissement initial pour une société, encore une fois, de taille moyenne? Alors votre question, elle est hyper pointue. Merci de me mettre dans l'embarras. Je suis désolé, mais ça sera en effet un sujet de mon pitch, en effet, après. Donc c'est pour ça. Mais génial, génial. Votre question, elle est hyper pointue. En fait, aujourd'hui, je vais vous répondre concrètement de ce que je sais faire et je vais surtout rien inventer. Aujourd'hui, on a des systèmes qui se déploient, comme je le disais tout à l'heure, sur des cas assez généraux où on est certain comment ça fonctionne, que ça fonctionne bien, et on est certain de vous donner des modèles de retour sur investissement. Ça, s'il faut en parler, on prolonge tout à l'heure, et je vous mets dans les mains de ma direction technique de façon très concrète. Ensuite, sur la partie maintenance, bien entendu, tout système nécessite une maintenance. En fonction déjà du choix du produit que vous allez faire, en fonction du champ d'application. Est-ce qu'on est orienté plus prod? Est-ce qu'on est orienté plus maintenance? Parce que quand on parle aujourd'hui digitalisation, quand on parle big data, etc., attention, plein de mots à la mode. Aujourd'hui, il y a quand même des silos qui se sont faits dans l'industrie. Chaque silo aujourd'hui essaie tant bien que mal d'intégrer des technologies. Déjà, il faut se poser la question d'une stratégie globale et voir effectivement comment pas à pas on intègre de nouveaux outils et de façon fractionnée, quel est le coût de cet outil d'achat, de fonctionnement et également de maintenance. Et là, effectivement, on en arrive à une somme mathématique. Donc, je ne saurais pas vous le quantifier à la volée comme ça. Mais par contre, en termes de qualification, vous avez raison. À la fin, c'est l'usine qui a son PNL. Et c'est elle qui décide d'investir. Bien sûr. Toutes ces technologies-là, Bien sûr. requièrent en effet une coordination sur l'ensemble des métiers autour. Bien sûr. Sécurité l'investissement. Et c'est ce qui, à mes yeux, pose problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y en a un qui investit, qui attend son profit sous un an ou une année, 2 ans, et qui au bout de 3 ans, 4 ans, est malheureusement déficitaire. C'est l'usine. Ok. Moi, je préférerais regarder, alors j'entends ce que vous dites et je serais vraiment curieux de prolonger, je préférerais prendre l'angle de ce que je vis au quotidien, c'est-à-dire avec nos clients partenaires, parce qu'on parle de partenaires pour le coup, hein, on a un modèle pédagogique sur lequel on est très orienté justement retour sur investissement. Ça veut dire que dès le départ, et on ne compte pas en années, les premières machines sur lesquelles on doit travailler, on doit s'intéresser, on prend un engagement qui est plutôt de quelques mois. Voilà. Donc on ne part pas sur un amortissement potentiel à 1 an, 2 ans, 3 ans. Pour moi, quand on est déjà dans ce type de raisonnement, on est dans de la stratégie globale. Et je pense qu'il y a des cabinets et des conseils qui sont capables de répondre à ces questions beaucoup mieux que moi.